Salam alaikum et bonjour à toutes et à tous pour cette troisième séquence, toujours qui porte sur le troisième chapitre qui est les politiques commerciales internationales. On avait vu dans les deux premières jusque là, c'est-à-dire les mesures, j'allais dire, de politique commerciale appliquées, que ce soit les mesures tarifaires, non tarifaires, leurs mesures, les arguments en faveur d'une politique commerciale. Et puis, on avait vu aussi l'impact de ces mesures sur le bien-être à travers un moyen, ou plutôt un outil analytique très simple, qui est l'équilibre partiel, son impact sur le bien-être des consommateurs et des producteurs. On avait vu celui de le droit de douane, et on a fait la différence entre un pays, un grand pays et un petit pays, et on avait vu pourquoi cette distinction est importante, et on avait vu l'impact aussi d'un quota, et le moyen de faire, d'évaluer l'impact à travers des mesures non tarifaires qui sont beaucoup plus difficiles, c'est-à-dire avoir une idée statistique d'ailleurs, derrière, de trouver un équivalent tarifaire de ces mesures-là, et puis de savoir quel est l'impact de ces mesures sur le bien-être global, sur les producteurs, les consommateurs et puis l'État. Il y a différentes manières de faire cela, il y a de trouver des équivalents. Vous avez aussi une méthode ex post qui sont les modèles de gravité. C'est un moyen économétrique pour faire ce genre de choses, pour avoir un petit peu d'évaluer l'impact sur le commerce. On peut le faire. Et puis vous avez sinon les modèles d'équilibre général, que on peut appeler qualifiés de calculables, qui est un outil aussi ex-ante qui permet de savoir ce qui se passerait s'il y a des mesures non tarifaires sur un certain nombre de variables macroéconomiques sur le bien-être d'une manière générale. Voilà, en gros, ce qu'on avait vu jusque-là. Donc aujourd'hui, on va essayer, à travers cette séquence, de voir la politique commerciale stratégique, qui est un des derniers points de ce chapitre, si vous voulez. La politique commerciale stratégique, c'est aussi un argument, si vous voulez, supplémentaire lorsqu'on a, dans le cadre d'une concurrence imparfaite, quels sont les arguments derrière qui peuvent amener un pays à mettre en place une politique commerciale stratégique. On est dans le stratégique, c'est qu'il y a quelques acteurs dans l'économie qui sont très importants, et qu'il y a un pouvoir de marché, ou ce qu'on appelle market power. C'est dans les années 80, un certain nombre d'économistes, mais c'est le travail le plus qu'on pourrait reprendre. Parmi les premiers travaux, c'est celui de Barbara Spencer et James Randall, dans les années 80, en 1985, dans un papier en The Journal of International Economics. Et ils ont un petit peu modélisé ce travail, plutôt la politique commerciale stratégique, et en donnant des arguments en faveur de la mise en place du protectionnisme. Comme je viens de le dire il y a un instant, c'est que l'argument fondamental de Spencer et Randall, c'est qu'il y a une imperfection du marché. Et certaines entreprises ont le pouvoir de marché et qui peuvent avoir des rentes assez importantes. Il se peut que de type multinational qui arrivent sur un marché avec un pouvoir assez important et que les entreprises à l'échelle locale n'ont pas les moyens, si vous voulez, pour faire face à cette concurrence. C'est-à-dire la concurrence, en quelque sorte, il n'est pas de la même mesure et du coup, ils peuvent justifier une intervention de l'État. Cette justification, les auteurs souligne le fait qu'un gouvernement peut intervenir pour modifier les règles du jeu, parce qu'on est dans le cadre des jeux. En quelque sorte, c'est de la théorie du jeu qu'on peut impliquer ici, à travers cette interaction entre les entreprises, et de transférer une partie des rentes détenues par les entreprises étrangères vers les entreprises domestiques. C'est quelque chose, en quelque sorte, qui peut être compréhensible. C'est quelque chose, j'allais dire, qui dépasse, on va dire, le débat académique, mais qui peut aussi se retrouver à l'échelle de politique. Souvent, on a des orientations, si vous voulez, des dispositions politiques dans ce sens-là. Un autre argument en faveur des politiques commerciales que je trouve assez important aussi, stratégique, repose sur le fait que le gouvernement devrait soutenir les secteurs qui génèrent des externalités technologiques.
Il y a des entreprises, par exemple, l'appropriation en quelque sorte de cette technologie-là, de cette innovation. Une entreprise qui innove, il a le droit normalement de profiter de cette rente, en quelque sorte de se protéger. Le brevet d'ailleurs d'un inventeur, c'est justement lui permettre d'une manière transitoire de profiter de sa innovation. C'est une sorte de rente transitoire. Mais il fallait, si jamais on est dans un secteur où les autres entreprises devraient bénéficier parce qu'on voudrait faire de ce secteur un secteur de premier plan, par exemple, et surtout dans le domaine technologique, ben là, il faut que l'État intervienne de rendre, si vous voulez, cette technologie accessible à l'ensemble des opérateurs dans le domaine et à travers, par exemple, des subventions de recherche et développement ou même à travers la recherche fondamentale, par exemple, à travers des universités. On dit, par exemple, que dans les Silicon Valley, s'il n'y avait pas l'État, les investissements publics en termes de recherche et développement fondamental, c'est-à-dire les universités, il n'y aurait pas peut-être le Silicon Valley qu'on connaît aujourd'hui. Donc cet argument est fondamental. Il y en a deux, si vous voulez, importants, je vais les récapituler. C'est en quelque sorte le fait d'avoir des pouvoirs de marché et d'économie d'échelle à l'échelle internationale, donc il faut favoriser les entreprises locales, et puis cette idée des externalités technologiques qui peuvent amener un pays normalement à aider les entreprises en place. Entre parenthèses, j'ai mis qu'il y a une ressemblance avec l'argument de l'industrie naissante, oui, mais on n'est pas, ici on vise en quelque sorte des secteurs carrément d'activités qui peuvent générer des externalités technologiques. Donc théoriquement, ces arguments sont convaincants. La plupart, c'est quelque chose de l'ordre des bons sens. Cependant, ils sont bien souvent trop subtils et ils nécessitent de rassembler trop d'informations pour être appliqués à une efficacité certaine. C'est-à-dire si on met des moyens, généralement c'est des moyens assez importants pour aider un secteur d'activité, si on le fait, quel est le coût d'opportunité de ne pas le faire ailleurs ? Et donc là, il faut des informations au niveau sur toute l'économie en quelque sorte. Ce qui est pas évident. Pour, si vous voulez, schématiser ce modèle de Brander et Spencer, on reprend un exemple qui devient en quelque sorte un cas d'école. C'est les deux entreprises Boeing et Airbus. Une Boeing qui est une entreprise multinationale américaine et l'autre Airbus qui est de l'Union européenne. Ces deux entreprises, ils vont se lancer dans la production d'un avion de ligne de grande importance. Il faut des investissements. Et la stratégie ici, si vous voulez, c'est soit l'une et l'autre se lancer dans ce nouveau marché ou pas. C'est de produire ou ne pas produire. Ce que vous avez les chiffres à l'intérieur pour ce premier cas, lorsqu'il n'y a pas de subvention, il y a de libre-échange en quelque sorte. Boeing et Airbus, soit ils vont se lancer ou pas. Donc vous avez 4 cas ici. Donc si Boeing et Airbus produisent toutes les deux, c'est-à-dire ils vont répondre à cette nouvelle demande, ce marché-là, dans un autre pays, par exemple, on peut appeler ça la Chine, qui demande un certain nombre d'avions porteurs de long courrier. Les deux, ils vont perdre -5. Ça peut se coûter en milliards, tout ça. Donc c'est un exemple. Donc -5,5 parce que le fait qu'ils se partageront le marché ne sera pas profitable pour les deux. S'il y a une qui produit, il pourrait gagner 100. Et là, c'est un petit peu de l'ordre de l'équilibre de Nash et du dilemme des prisonniers. J'ai mis dans ce premier exemple de configuration, c'est que Boeing, avec son historique, il pourrait se lancer malgré tout. On pourrait dire dans le jargon de la théorie des jeux, c'est une stratégie en fait qu'il adoptera malgré tout. Donc il produira et Airbus ne pourra pas se lancer dans la production parce qu'il part avec un déficit par rapport à Boeing et la situation sera ce que Boeing va produire l'avion et pas Airbus. Il y aura l'équilibre, il est en haut à droite, ce que je mets en astérix. Par contre, là où la politique commerciale stratégique joue un rôle important, c'est que l'Union européenne, si vous voulez, Airbus va demander des subventions auprès de l'Union européenne de l'ordre de 25 par exemple. Et le fait de mettre en place des subventions, ça va dissuader le concurrent, c'est-à-dire Boeing, et transférer l'avantage de Boeing vers Airbus.
Donc on voit de -5, ça devient 20 avec. Donc la stratégie dominante ici d'Airbus, ça sera toujours de produire, quelle que soit la stratégie de Boeing. Donc si Boeing sait que l'entreprise Airbus est subventionnée, il n'ira pas sur le marché. Et vous avez la solution ici en termes de bénéfices, ou plutôt l'équilibre se situera en bas à gauche avec 125. Voilà. Là, ça apparaît que l'idée d'une politique commerciale stratégique est une bonne idée. Ça permet de transférer, si vous voulez, comme à l'idée de Brander et Spencer, des avantages de l'entreprise conquérante, c'est-à-dire étrangère, vers l'entreprise nationale. Par contre, les limites de ce modèle, si on prend un cas alternatif, parce que les chiffres que vous avez à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle les bénéfices et les gains dans le sens de la théorie des jeux, ce sont des informations. Et ces informations, il faut les avoir. Et comment les avoir? C'est des choses de terrain, c'est très difficile pour les remplir. Imaginons qu'on part de la situation suivante, où vous avez Airbus, il part avec un investissement, il devrait investir considérablement pour être à la hauteur, plutôt pour gagner ce marché. Donc il part avec -20, alors que Boeing, avec beaucoup plus d'expérience dans ce domaine, les premiers dans ce domaine, avec 5. Il pourrait y gagner 5, mais si les deux produisent en quelque sorte. Donc, dans ce cas-là, pareil, comme dans le premier, Boeing il produira cet avion-là, et le gain, ce sera en haut, à droite, avec 125. Là, il y a l'astérix. Donc, si Airbus demande toujours une subvention de 25, vous voyez ici que avec 25, vous avez -20 de départ d'investissement. Il arrivera, donc il va produire malgré tout. Et le Boeing avec 5, il sait qu'il pourrait produire aussi. On peut se retrouver avec un équilibre où les deux constructeurs vont se partager le marché et on va se retrouver avec un équilibre de l'ordre de 5 et 5, mais avec des pertes considérables pour l'entreprise, c'est-à-dire Airbus. Donc malgré qu'il y a des subventions, on pourrait se retrouver dans une situation, si on a mal, j'allais dire, évalué le pouvoir, ou plutôt la réaction de l'entreprise conquérante, à y perdre. Voilà un petit peu les limites, parmi les limites de ce modèle. Donc, dans ces deux situations décrites dans les deux tableaux, qui sont presque similaires, mais ils conduisent à des résultats opposés. Dans le premier cas, subventionner la firme est une stratégie efficace. Ça permet un petit peu de donner du pouvoir à Airbus pour gagner le marché. Dans le second, si on a des informations qui sont erronées, qui ne sont pas... il manque de la véracité des données pour collecter, donc il pourrait se retrouver dans une situation de fiasco et complètement raté, c'est-à-dire le fait de subventionner, peut-être il fallait le faire ailleurs pour un autre secteur. Autre chose, c'est que la politique stratégique pertinente nécessite, comme je viens de le lire, une lecture adéquate de la situation pour limiter les effets pervers sur le reste de l'économie. Donc si on prend des ressources d'ici, on va le donner ailleurs. Il faut prendre en considération, bien sûr, le coût d'opportunité. Et le problème, c'est que dans ce domaine, comme dans l'économie de manière générale, c'est que le contrefactuel n'existe pas malheureusement. On ne sait pas ce que pourrait être si on n'avait pas fait cela. Si on aurait dit, on dit ça souvent, on aurait dû faire, par exemple, investir dans tel domaine par rapport à l'autre. Autre chose qu'on pourrait rajouter comme étant limite à ce modèle, c'est que les politiques commerciales stratégiques, malgré qu'ils répondent à l'ensemble de ces critiques-là, sont des politiques qui n'apportent, si vous voulez, n'apportent d'efficacité ou n'apportent des biens à une économie que au détriment des autres. C'est-à-dire que si les autres pays ne font pas de même, c'est qu'il n'y a pas de politique de représailles, si ça n'engendre pas de guerre commerciale. Alors quand on regarde les faits, c'est très rare de se retrouver dans cette situation. Et d'ailleurs, le grand litige entre l'Union européenne et les États-Unis autour de Boeing est un exemple parfait qui illustre justement les limites de ce modèle. Et on se retrouve à chaque fois au niveau de l'AMC, au niveau de la R&D pour trouver des solutions. 10 fois tantôt on donne raison à l'Europe, puis 10 fois, ou plutôt tantôt on donne raison aux États-Unis. Voilà en gros ce que je pourrais dire, si vous voulez, sur les politiques commerciales. Je vais continuer maintenant sur un aspect assez pratique qui repose sur les faits
Et on va s'intéresser tout de suite, juste après ça, à quelques indicateurs du commerce international. Et voilà, donc les indicateurs, si vous voulez, du commerce international, si vous voulez, ce sont des outils très simples de l'ordre de la statistique descriptive. Donc, en ce qui concerne les indicateurs du commerce international, j'ai fait ici un choix de quelques indicateurs les plus importants qu'on va retrouver, quoique il y en a énormément d'indicateurs. C'est des indicateurs, pourquoi ici? Parce que vous avez vu, normalement, dans les premières parties de ce cours, avant les politiques commerciales, la nature des flux de commerce, d'une manière générale, ce que échangent les pays, quelle est la nature des biens, qui sont les pays ou les régions les plus actifs dans le commerce mondial. Et justement, à l'échelle comme d'un pays ou à l'échelle régionale ou mondiale, on a besoin des statistiques. Et les statistiques, les faits, si vous voulez, malgré qu'ils sont construits, représentent un outil fondamental de l'analyse du commerce international. Et pour faire cela, il ne suffit pas d'avoir justement que des données, c'est déjà très bien, on a des bases de données pour cela à l'échelle mondiale. J'en ai cité quelques-unes des bases de données au niveau de la première séance, par exemple des bases de données au niveau de l'AMC, au niveau du CNUSED, comme Comtrade par exemple, au niveau du CCI ou le Centre de commerce international TradeMap, et puis sur les barrières et tout cela, sur les tarifs douaniers trans et j'en passe, il y a énormément. Et du coup, on a besoin d'un certain nombre d'indicateurs statistiques qui nous permettent de faire de l'analyse du commerce. Je prends le cas du Maroc. On a envie, par exemple, sur le temps, dans le temps, de voir comment il a évolué le commerce et comment est-ce qu'il y a des changements au niveau de la dynamique, au niveau de la nature des échanges qui existent. Ça peut aider pour faire des analyses économiques pertinentes et puis peut-être orienter même les décisions sur le plan économique ou de politique commerciale. Voilà, un certain nombre de ces indicateurs reposent d'abord, pour qu'on utilise les statistiques, il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, au niveau de l'OMD, l'Organisation mondiale du commerce, ou l'OMC, pardon, vous avez un certain nombre si vous voulez, de nomenclatures que les pays devraient respecter lorsqu'ils adressent leurs statistiques, ou plutôt lorsqu'ils établissent leurs statistiques en termes de commerce au niveau de leurs douanes, et puis ils déclarent ça au niveau des OMD ou à l'OMC, et vous avez ce qu'on appelle le système harmonisé. C'est des classements, si vous voulez, par ce qu'on appelle les lignes tarifaires, les produits par catégorie. Et du coup, on peut s'en servir de ce genre de bases de données qui sont normalisées à l'échelle mondiale. Des fois, très difficile d'avoir ce qu'on appelle des statistiques miroirs, des côtés import-export, ça devrait coïncider, mais voilà, il y a des pertes par ici et par là. Il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent expliquer cela. Donc, on s'en sert de systèmes harmonisés pour faire ce genre de travail. Ou sinon, on s'en sert aussi de la classification CTCI, aussi de l'ONU. Un premier indicateur important qu'on appelle ici l'indicateur d'avantage comparatif révélé, ou tout simplement l'ACR. L'ACR, l'avantage comparatif révélé, ou plutôt l'avantage comparatif tout court, vous avez appris ça dans le modèle ricardien de l'avantage comparatif, qui permet un petit peu de savoir dans quel produit ou dans quel bien l'économie pourrait être spécialisée. Vous avez vu ça, un modèle à 2 biens, 2 pays par exemple, avec un facteur de travail, qu'on pourrait généraliser ce modèle à N biens. Mais vous avez vu qu'il y a une difficulté en quelque sorte pour savoir l'avantage comparatif. On a besoin des données sur la productivité dans l'ensemble des pays. Puis vous avez besoin des données aussi sur les coûts ou sur les salaires pour faire en quelque sorte ce travail, j'allais dire, de savoir dans quel bien il devrait être spécialisé un pays. Il y a des difficultés d'ordre pratique en termes de statistiques. Et puis, il y a une idée de Bella Balassa en 1965 qui a eu l'idée de construire un indicateur aussi simple que l'ACR, mais en même temps qui peut révéler à travers les statistiques, à travers les faits, si un pays il a un avantage comparatif
au pas. Donc le calcul est très simple d'ailleurs. L'ACR que je marque ici avec un indice K, c'est du pays I, et l'indice K pour tel produit, un bien. Ça peut être une branche, mais il vaut mieux le calculer le plus désagrégé possible, parce que sinon, si vous prenez deux branches, l'automobile, même entre pays en développement et pays développés, vous pouvez trouver des commerces intra-branches. Ça ne veut pas dire qu'il y a un avantage comparatif en quelque sorte. Donc, il faut le faire par produit. Donc, l'ACR, ici, c'est le rapport entre la part de l'exportation d'un bien par rapport à l'exportation totale du pays, le tout rapporté aux parts de l'exportation de ce bien par rapport à l'exportation mondiale. Donc, c'est un petit peu, ça nous donne le poids de l'exportation d'un bien au niveau des exportations totales du pays par rapport à ce que représente, si vous voulez, ce bien au niveau des exportations mondiales. Donc, si l'ACR est supérieur à 1, on dit que le pays a atteint un avantage comparatif dans ce bien-là. Si on le calcule, par exemple, j'en ai déjà fait quelques calculs ici par rapport à un certain nombre de biens. On regarde par le Maroc, les données sont accessibles, par exemple, dans TradeMap. Vous pouvez même calculer la CR directement. Il y a des applications pour cela en ligne pour le faire. On voit, par exemple, les tomates, que le Maroc a un avantage comparatif dans l'exportation des tomates. On pourrait, normaliser cet indicateur, ce qu'on appelle l'ACRN, pour normaliser le travail de l'Orsan. C'est-à-dire, on normalise, si vous voulez, se donner un intervalle entre moins 1 et 1, tout simplement. Donc, on enlève 1 pour l'ACR qu'on vient de voir tout à l'heure, et on divise par l'ACR lui-même plus 1. Et donc, ça limite un petit peu, ça limite la manière d'interpréter, si vous voulez, cet indicateur. Donc, s'il est entre 0 et 1, on dit que le pays a un avantage comparatif révélé dans l'exportation de ce produit ou un groupe de produits vers l'étranger. Si l'ACR entre moins 1 et 0, on dit que le pays a un désavantage. Voilà en gros ce que je pourrais dire pour l'ACR. Bien sûr, il y en a d'autres pour les ACR. Je crois que le CEPI, ils ont développé un indicateur de l'avantage comparatif. Deuxième indicateur, c'est l'indicateur de spécialisation interindustrielle. Donc, en quelque sorte, il va montrer ce que le commerce extérieur d'un pays avec le reste du monde est de type par branche, bien sûr, et on pourrait le calculer par produit aussi, et de type interindustriel ou pas. Donc, c'est un indicateur qui revient plutôt, qui émane des travaux de Micheli. IJ, pour J ici, c'est une branche, si vous voulez, d'un pays, qui égale 1 sur 2 fois la somme J va de 1 à N, que sont des branches, si vous voulez, toutes les branches qui sont dans le commerce extérieur, plutôt les produits qui s'échangent. La somme de la valeur absolue de l'exportation de ce bien sur l'export total du pays, bien sûr, moins l'importation dans ce bien sur les importations totales. Voilà. Donc ça donne forcément un indicateur qui est entre 0 et 1. Plus se rapproche de 1, on dit qu'il y a une spécialisation interindustrielle importante. J'ai donné ici un chiffre à titre d'exemple, mais c'est un peu ancien. Pour l'OCDE, l'indicateur se situe autour de 0,4. Donc on est plus proche de 0 que de 1, qui est quelque chose de tout à fait normal, parce que ce sont des pays normalement qui s'échangent les produits qui sont plus ou moins similaires. Voilà, ce qui va m'amener à parler d'un autre indicateur très important dans le domaine du commerce international, c'est l'indice GL, ou ce qu'on appelle Gruebel et Lloyd en 1957, Intra-Industry Trade. C'est un indicateur qui permet de savoir est-ce qu'il y a la nature du commerce entre les pays, est-ce qu'il est de type intra-branche ou pas. Et donc c'est toute la théorie, si vous voulez, nouvelle théorie du commerce international repose un petit peu sur cette idée, c'est qu'il y a des flux qui sont dans des produits qui sont similaires. Sans calcul aussi assez simple, je prends la dernière expression, le GL pour l'indice GL, ça se calcule pour un produit, pour chaque produit on peut le calculer, pour chaque branche, égale 1 moins la valeur absolue des exports moins l'import de ce bien lui-même sur la somme des exportations plus des importations.
Donc il est entre 0 et 1. Plus proche de 1, on dit qu'il y a une forte commerce intra-branche, forte commerce intra-branche dans la branche elle-même. Calculer au niveau aussi le plus désagrégé possible pour éviter les mauvaises interprétations. Comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu pareil, hein, donc on peut retrouver des flux dans la même branche, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des commerces intra-branches. Il faut aller dans le plus de détails, c'est-à-dire le plus désagrégé possible. Ça vient, comme j'ai dit, de la nouvelle théorie du commerce international, l'échange de produits différenciés d'une manière horizontale ou verticale, et qui est une idée aussi ancienne de l'hypothèse d'Harmanton, que vous avez une différenciation aussi géographique. Les pays peuvent accepter, vous avez des produits, si vous voulez, des frigos et des voitures allemandes en France, et vous avez des frigos et de l'électroménager et des voitures françaises en Allemagne. Donc la différenciation et la préférence pour la diversité aussi des consommateurs. Taux d'ouverture et taux de couverture sont très simples, sont connus. Export plus l'import sur le PIB ou 2 fois le PIB. Et le taux de couverture, c'est les exportations sur les importations. Et un dernier indicateur, c'est l'indicateur de diversification des exportations. Ça nous montre un petit peu, est-ce que le pays est plus ou moins diversifié? C'est à travers les données statistiques ou plutôt concentrées. C'est un indicateur, on prend ici l'indicateur Herfindahl-Hirschman et HH. C'est un indicateur, si vous voulez, qui ressemble à ce que vous avez vu en statistiques descriptives de l'indice de Gini, de concentration, qui sort, ça se calcule un petit peu de la même manière. Juste là, vous avez deux manières de le voir. On peut calculer un indice CHH par produit, comme on peut le calculer par marché. Est-ce que le pays est concentré sur un nombre réduit de partenaires, ou plutôt il est diversifié sur le monde? Et la même chose pour les produits. Donc ça se calcule de la même manière. Les HH produits, c'est la racine carrée de la somme des parts de l'exportation de chaque produit par rapport à l'export total, tout simplement. Tout ça au carré. La somme des carrés, des parts d'exportation par rapport à l'exportation totale de chaque produit. Donc par convention, plus on est vers 0, c'est une forte diversification, c'est comme l'indice de Gini. Donc vers 0, c'est qu'il y a une diversification. Vers 1, s'il y a qu'une forte concentration. Et pareil, comme j'ai dit, on le calcule pour le marché, soit une forte concentration sur l'Europe, par exemple, lorsqu'on parle du Maroc, ou plutôt une diversification plus importante de partenaires. Et on pourrait le normaliser de la manière suivante, comme vous voyez ici. Donc par produit, HH, moins la racine de 1 sur P sur 1 moins la racine de 1 sur P. Ça me donne une valeur qui va se situer entre 0, c'est montrer une forte diversification, tandis qu'une valeur proche de 1 fait état d'une extrême concentration. Je vais vous donner une indication et je m'arrête là. Les travaux d'un centre de développement international à Harvard, il a développé ce qu'on appelle l'Atlas of Economic Complexity, qui montre aussi que les pays qui sont diversifiés, qui sont très développés, les pays qui sont restés très spécialisés, ça veut dire concentrés, on a ils sont en sous-développement en quelque sorte. Voilà un fait qui a relancé depuis quelques années le débat sur le fait est-ce que Ricardo a toujours raison ou pas. Mais voilà, c'est un débat qui est très intéressant sur le plan scientifique et intellectuel. Je vous remercie et peut-être je vous donnerai rendez-vous pour une autre séance si la situation continue dans l'état. Merci à vous et à plus tard.